c'est une variable à 15 inconnus qui est assez complexe. Et même si on avait une idée au niveau du rapprochement et de la vision d'où on voulait aller, sur ce plan que tu définis, forcément tu vas avoir des éléments qui vont évoluer, qui vont changer, parce qu'on va se rendre compte que techniquement c'est mieux de faire comme ci, comme ça. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Bonjour à toutes et à tous nos auditeurs, merci de nous retrouver pour ce nouveau podcast. Vous le savez, il existe une multitude d'outils de gestion et pourtant tous possèdent leur propre particularité, leur propre vision et leur propre ambition et enjeu face au secteur de l'expertise comptable. Aujourd'hui, on se retrouve avec Laura Pallier, cofondatrice de Regat, qui plus est une entreprise au cœur de l'actualité. Bonjour Laura, comment vas-tu ? Bonjour Judy, écoute, ça va bien, pas mal occupée ces derniers temps, mais plein de positifs. J'imagine, et on aura l'occasion d'en reparler. Déjà, merci d'avoir accepté cette invitation sur le podcast. Nous, on est Merci très à contents toi. de pouvoir échanger avec toi. Et pour commencer, pourrais-tu te présenter et nous parler un peu de ton parcours ? Oui, alors donc je suis Laura, cofondatrice de Regat. On est deux associés. Donc Regat, c'est un outil qui permet de faire de la gestion financière, qui vient en surcouche du logiciel de comptabilité afin d'automatiser tout un certain nombre de tâches comptables et financières. Donc on va gérer toute la partie facture fournisseur, facture client, de l'extraction de la donnée, automatisation des écritures, circuit d'approbation des factures, paiement. On va gérer tout ce qui est spend management. On a des budgets pour être sûr que les entreprises ne dépassent pas les budgets qu'elles sont fixées. Euh, des demandes d'autorisation d'achat également. On va gérer la partie cash avec du cash forecast et du cash actuals. Et enfin, on va avoir toute la partie monitoring de l'activité, comment je pilote l'activité de ma société. Et voilà. Et donc ça sont un peu les quatre piliers de l'outil qu'on a fait de façon très collaborative parce que l'idée, c'est que la majeure partie de nos clients travaillent avec des experts comptables en une comptabilité externalisée. Et donc, du coup, il faut que l'entreprise puisse avoir accès à l'information dont elle a besoin au quotidien et lui faciliter sa tâche et piloter son activité, et qu'en même temps, l'expert comptable puisse récupérer l'information, automatiser les traitements et pouvoir gérer le plus rapidement possible et le plus qualitativement possible ces dossiers. Oui, c'est Voilà, ça, parce que maintenant, aujourd'hui, les clients, ils veulent leurs infos rapidement, enfin le plus rapidement possible, donc il exactement. faut que ce soit le Et plus disponible. voilà. Et donc ça, c'est une entreprise qu'on a créée il y a 4 ans avec Alexis Renard, mon associé. Et moi, avant ça, j'étais directrice financière dans une start-up qui s'appelle Meljet. Donc, je suis restée là-bas pendant 5 ans. J'ai de la création de la direction financière jusqu'à la revente à un concurrent américain qui était backupé par un fonds de private equity qui faisait une stratégie de croissance externe. Et avant ça, j'ai fait du cabinet chez KPMG en audit et en conseil pendant un peu plus de 7 ans. Voilà. Parce que, parce, parce qu'initialement, tu as une formation en expertise comptable. Alors, j'ai pas un diplôme d'expertise comptable, j'ai une formation plutôt généraliste puisque j'ai fait une école de commerce Ok. spécialisée en finance. Mais effectivement, du coup, à la base, j'ai un profil plutôt financier. D'accord. Et donc, c'était un secteur que tu connaissais et comment elle est venue, enfin, entre l'entrepreneuriat que tu as entrepris et l'expertise comptable, il y a quand même un monde. Qu'est-ce qui est venu? Qu'est-ce qui t'a poussé avec, du coup, ton associé Alexis Renard? Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer Regat? Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que donc avec Alexis, on a travaillé 5 ans ensemble avant. Donc, quand moi j'étais directrice financière, lui, il était CEO de chez Meljet. Donc, voilà, on a appris à travailler ensemble. C'est un entrepreneur aguerri.
qui a une vision assez fine du marché et en qui j'avais pleinement confiance. Et moi, j'avais une expertise métier. Et quand on a revendu Mailjet, ben, forcément, mon poste en tant que directrice financière, il évoluait puisqu'il y avait plus, enfin, les boards avec le Strategic Committee étaient plus organisés sur la partie française, mais donc par ceux qui, enfin, directement sur l'entité qui nous rachetait aux États-Unis. J'avais plus de problématiques de financement. Enfin, en fait, tout le contenu de mon poste changeait. Donc, je me suis dit, bah, je vais repartir à faire une nouvelle aventure dans une autre société. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu les sociétés qui m'intéressaient, sur les thématiques qui m'intéressaient et qui étaient à la recherche d'un DAF. Et puis, bah, de fil en aiguille, j'allais finalement jeter mon dévolu sur une start-up qui faisait, enfin, qui était sur la partie plutôt éco-responsable. Et Alexis est venu me voir en me disant, il y a un truc de dingue, je viens de monter une société pour faire un peu de conseil et en fait, là, je suis un peu perdue, je sais pas si mon expert comptable a reçu mes documents ou pas, je renvoie ça par mail, je j'ai pas de retour sur mes éléments, je sais pas où aller chercher mes informations, je comprends pas qu'il soit aussi peu équipé, il y a forcément quelque chose à faire. Et donc du coup, de fil en aiguille, on a discuté et là, on s'est dit: «Allez banco, on y va, on lance Regat». Et par quoi vous avez commencé? Et on a commencé par, la partie, alors déjà, je m'excuse pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui vont avoir les poils qui s'hérissent à chaque fois que je parle en franglais. Mais bon, Startup Nation oblige. Et parfois, j'essaie de me contrôler, mais c'est difficile. J'allais dire account payable. Mais donc voilà, facture fournisseur. On a commencé par la facture fournisseur parce que autour de moi, j'avais l'impression que tous les directeurs financiers de structures un peu comme celle à laquelle j'appartenais étaient très peu équipés sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'on avait tous des logiciels de facturation, bien évidemment, parce qu'on avait atteint une certaine taille et donc voilà. On avait tous des outils de notes de frais. Pareil, on avait atteint une certaine taille. Bon, moi, j'avais quand même un référentiel en termes de taille d'entreprise qui était quand même de l'entreprise moyenne Mhm. et pas de la petite entreprise qui effectivement parfois ne peut ne pas être équipée sur ces sujets-là. Donc bref, je me suis dit, il y a quand même pas mal d'outils sur le marché sur toutes ces thématiques-là. Et l'endroit où je trouvais qu'il y avait finalement relativement peu d'équipement ou alors à chaque fois très siloté, c'était vraiment la gestion de cette partie de la facture fournisseur. Il y avait des outils qui permettaient de faire de l'automatisation de la comptabilité, il y avait des outils qui permettaient de monitorer ses cartes, il y avait des outils qui permettaient d'avoir des workflows d'approbation. Mais en fait, il n'y avait pas un outil qui permettait de gérer toute la chaîne de traitement. Je me suis dit, mais en fait, quand on est une petite entreprise, déjà, l'accumulation des forfaits, à la fin, ça Ça coûte représente cher. un budget. Puis, ben, si à chaque fois dans la chaîne de traitement, je dois m'interrompre pour passer sur un autre outil, t'imagines à quel point ça multiplie les sources d'erreurs possibles. Et donc, ouais, je me suis dit, bah, pour moi, c'est l'angle qui était le moins bien équipé pour les petites et moyennes entreprises. Donc, on est parti là-dessus dans un premier temps. Donc oui, la mission, c'était donc de réunir, enfin, via un outil, réussir à réunir un peu toutes ces fonctionnalités-là. Ouais, et d'avoir une vision globale sur mes coûts en entreprise. Voilà. Bon, alors, je mets de côté les coûts salariaux hein, qui sont pas négligeables, mais en tout Mm. cas, tout le reste. D'avoir un endroit où je peux avoir la visibilité sur tout ça, peu importe la façon dont je payais, virement, carte bancaire, etc. Peu importe si j'avais des frais généraux, de la production, c'était avoir un outil où finalement je pouvais gérer tous mes besoins de bout en bout. Voilà. Et j'ai fait aussi ma petite enquête et j'ai vu que vous étiez connecté avec beaucoup d'API. Finalement, comment dire, tout le produit n'est pas créé qu'en interne. Il y a aussi une connexion avec d'autres partenaires. Alors, pas vraiment. Enfin, ça dépend ce que tu Ok. appelles. Qu'est-ce que tu appelles partenaire? Donc, euh, tout le produit est développé en interne. Après, bien évidemment, il y a des couches technologiques qu'on n'a pas développées nous-mêmes, type OCR. Donc là, par exemple, on prend un OCR externe, ce qui est en train de changer puisque on a développé des projets d'intelligence artificielle pour pouvoir améliorer les résultats et tout et tout. Et donc là, on est plutôt en train de switcher sur ce modèle-là pour pouvoir également intégrer ça et améliorer nos résultats. Parce que c'est toujours un peu le problème quand tu prends des prestats externes, c'est que ta marge d'amélioration, bah, elle est pas à ta main sur ces éléments-là. Mais voilà, mais par contre,
Globalement, toutes les modules à l'intérieur de Regat sont développés dans un esprit de cockpit avec une logique dans la chaîne de traitement de l'information et une source commune. Donc, notre outil de note de frais, c'est le nôtre. Les workflows d'approbation, c'est le nôtre. On est en train de travailler sur la facture client, c'est également le nôtre. Donc là, on utilise, c'est bien notre produit. Ah oui, d'accord. J'avais pas saisi ça, mais tu fais bien de le Ouais, par préciser. contre, effectivement, là où tu as raison, c'est qu'on a beaucoup d'intégration, mais surtout, la partie où on travaille énormément sur la partie intégration, c'est la connexion avec les logiciels de comptabilité. Parce Mm. que nous, on n'embarque pas la production comptable dans le produit Regat pour des raisons stratégiques et de ressources également. C'était compliqué, des financements limités, de partir sur quelque chose qui incluait également la production comptable. Et surtout, la production comptable doit embarquer toute une gestion de cas d'usage ou différents. Donc, en termes de ressources, c'est quand même assez consommateur pour pouvoir toucher un périmètre complet. Et par ailleurs, comme on a toujours voulu être sur un positionnement international, on s'est dit, si à chaque fois qu'on va dans un pays, il faut qu'on redéveloppe l'outil de production comptable, on va pas y arriver. Donc, on a décidé de pas embarquer ça sur Regat et de travailler au contraire avec des intégrations sur les logiciels de comptabilité qui fonctionnent bien et qu'on pignon sur rue et que tout le monde utilise. Oui, et puis si au début, enfin la naissance de Regat était issue d'un besoin de faciliter les échanges avec l'expert comptable ou la gestion de ces données-là, c'est sûr que c'était peut-être pas le plus nécessaire à ce moment-là de se lancer sur vraiment un logiciel de comptabilité. Non. Puis il y en Mais avait peut-être déjà plus sur le marché aussi. ben aujourd'hui, le marché, il est clairement réparti. Alors, j'ai pas les parts de marché exactes, mais enfin, il est réparti entre Sage et Cegid. Enfin, il y a Mm. ACD aussi qui a une petite part de marché, mais enfin, je veux dire, avec ces trois-là, on couvre 90% du spectre des logiciels qui sont utilisés par les experts comptables. Donc, bon, je dis pas qu'il y a pas des choses à disrupter ou quoi, mais voilà, ils ont quand même acquis une certaine euh, expertise dans tous les cas d'usage qu'on doit traiter avec l'administration française. Voilà, entre la compta, les compta machin, etc. Et puis, je suis solo entrepreneur, je suis une entreprise, je suis une SASU, machin, etc. Donc, bon, bref, tout ça, on s'est pas, on s'est dit, on va pas réinventer la roue, quoi. Donc, effectivement, autant partir avec des logiciels qui sont déjà bien installés et, euh, et les aider un peu à finalement apporter des fonctionnalités modernes à cet outil-là. Donc, d'ailleurs, nous, on a plutôt une stratégie de partenariat avec les logiciels de comptabilité que de remplacement par rapport à d'autres acteurs Ouais. du marché. Et quand on rentre dans un nouveau pays, ce qu'on vient de faire en septembre 2023, on a commencé sur l'Espagne, ben rebelote en fait. On va revoir les logiciels du pays qui ont déjà intégré toutes les règles fiscales et les usages comptables dans leur logiciel. Et nous, on vient développer une intégration. Mais c'est vrai, par rapport à ce que tu disais, l'intégration, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre activité parce que là-dessus, on a beaucoup travaillé un peu en phase itérative. Aujourd'hui, on atteint un très bon niveau d'intégration avec les logiciels de comptabilité en faisant ce que nous, on appelle du provisioning automatique, c'est-à-dire qu'on récupère toutes les données liées à un dossier comptable pour paramétrer automatiquement Regat. Et ça, franchement, entre ce qu'on faisait il y a 3 ans et aujourd'hui, en 5 minutes, stop chrono, l'expert comptable, il peut paramétrer son setup directement. Voilà, je pense que personne ne mesure la charge de travail qu'il a fallu pour en arriver là, mais en tout cas, on y est, ça y est. Et ensuite, on pousse les données, donc on envoie toutes les écritures comptables qui ont été automatisées dans l'outil, dans le logiciel de comptabilité, et on récupère l'ensemble des écritures pour faire du reporting dans Regal. Donc aujourd'hui, on a un niveau d'intégration qui est quand même assez poussé sur tous les outils leaders du marché. Et on rajoute toujours des cordes à notre arc en rajoutant des nouvelles intégrations ou en améliorant encore plus les intégrations qu'on a déjà en place. Et voilà, et en Espagne, on est en train de le faire effectivement là avec les deux acteurs euh, principaux du marché, Sage et Waterplower. Et concernant ces intégrations, vous fonctionnez par équipe, c'est des projets, comment ça se passe en interne? Alors, on a
dans notre équipe technique, les personnes sont réparties de façon assez classique. Aujourd'hui, je crois que c'est une orga que toutes les techs ont, mais on a des squads, ce qu'on appelle des squads. Et en fait, comme on a un périmètre fonctionnel assez large sur la plateforme, on s'est dit qu'il y avait du sens à, entre guillemets, spécialiser nos développeurs sur certains parties du produit pour qu'ils comprennent bien les tenants et les aboutissants de chacune des évolutions qu'ils étaient en train de faire et pouvoir gagner du temps là-dessus. Et donc, on a une squad qui est Ouais. dédiée à la partie intégration avec les logiciels de comptabilité. Bah, et en fait, à chaque fois qu'on arrive à progresser sur une intégration, parce qu'on a travaillé de concert avec l'éditeur de logiciels, et qu'on a appris des choses, on essaie de le répercuter sur les autres intégrations aussi pour à chaque fois augmenter la qualité de l'intégration et la profondeur de l'intégration sur tous les leaders marchés. Donc voilà, et ça a été un gros travail parce qu'effectivement, les technologies des logiciels de comptabilité sont pas toujours de dernier cri, pas toujours apaisées. Et donc, ça nécessite quand même beaucoup de travail et d'expertise. Et ça, c'est quelque chose, je pense aujourd'hui, c'est un bagage qui a beaucoup de valeur sur le marché et qu'on a travaillé sur ces 4 dernières années. D'accord, mais puis nous en interne, on a aussi des intégrations avec d'autres outils et on sait, enfin, je comprends ce que tu dis quand vous avez des squads qui sont un peu spécialisés. C'est vrai que chaque outil partenaire peut avoir un fonctionnement différent, une structure différente et tout doit être adapté. Et si de leur côté ils font une mise à jour, il faut être capable de la suivre de Mm. son côté et que ça plante pas les échanges. Donc oui, c'est c'est du boulot, ça c'est Ouais, et certain. parfois, on est tributaire de la désorganisation de certains. Par exemple, quand il y a un changement unilatéral sans communication, ça peut arriver. Et là, à ce moment-là, on a tous les clients qui disent ouais, ça marche pas et tout. Mais nous, on est là, oui, oui, on se dépêche. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un peu la beauté du modèle et la difficulté du modèle. C'est-à-dire qu'on peut s'adapter à plein d'outils et on peut aller sur beaucoup de marchés. Et à la fois, si en face de nous, les éditeurs jouent pas le jeu de la communication en amont sur les évolutions, etc., parfois on peut en être tributaire et il faut qu'on réagisse au quart du tour pour que le client puisse bien avoir ses écritures à la fin de son logiciel. Donc bon, voilà, faut jongler. C'est clair. C'est clair. Et puis, même s'il y a des tests ou une veille qui est fait en interne, parfois, c'est vraiment le client qui le voit à l'instant T quand lui, il en a besoin. Ouais, Et bon, faut, faut c'est être ça. agile et gérer ça. Exactement. Tu disais que avant avec Alexis, vous travailliez ensemble. Vous avez travaillé combien On de a temps travaillé ensemble? 5 ans chez, peut-être un tout petit peu moins, mais pas loin de 5 ans chez Meljet. D'accord. Et donc, presque autant de temps maintenant Ouais, chez Regat. on va bientôt fêter nos 10 ans d'anniversaire professionnel ensemble, ouais. Regat, ça vient d'où? Le nom, tu veux dire? Oui? Oui, le nom. Alors, ça, c'est une question qu'on me pose souvent et c'est pas facile de répondre. Je pourrais te dire que ça représente des valeurs de challenge, la course, la rapidité, c'est beau, tout ça, mais c'est un peu de la rationalisation a posteriori. En fait, ça part d'une blague à la base. On était 4 dans un bureau au tout début et on s'est dit, il faut vraiment qu'on trouve un nom. Je sais pas, au début, on était parti sur Elliot. Ouais, c'était la mode des prénoms à ce moment-là pour les boîtes. Mhm. Et en fait, ça passait pas en termes de dépôt de marque, c'était pas assez spécifique. Donc on s'est dit, bon, faut qu'on trouve autre chose et tout. On n'arrivait pas à se mettre d'accord. On était 4 à discuter. Il y avait Alexis et moi et nos 2 premiers employés. L'ancien chef comptable de chez Medjet qui nous a aidés pour les aspects comptables et Mathilde qui était qui est head of product et qui venait de chez Mano Mano à cette époque. Et donc on était tous les 4 dans le bureau D'accord. en train de réfléchir et tout. Et là, quelqu'un a fait une blague en disant ouais, Regat, je suis sûre que ça va faire plaisir à Alexis parce il adore la voile. Et là, on s'est tous marrés genre ha ha ha, oui, effectivement. Et puis d'un seul coup, on s'est tous arrêtés. On s'est dit mais en fait, c'est pas bête, ça sonne plutôt bien. Ouais. Ouais, Et oui, oui, voilà, vraiment, c'est un nom qui t'as la vraie histoire. mais trop drôle. Ouais, bah, tu vois, la Maconta, nous, ça vient du lama qui souffre de, comment dire, des clichés qui lui sont jetés. Et tu vois, c'est un peu rigolo aussi. Tu dis, l'expertise comptable, elle souffre de certains clichés. Bah, la Ouais, Maconta, c'est pas mal, enfin voilà, tu vois, il y a le petit sens aussi. carrément.
Comment vous avez obtenu votre premier client? De façon assez incroyable, à vrai dire, parce que le premier client qui a signé chez nous, c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire que quand tu lances une société, tu joues du réseau. Enfin, t'es tout seul dans un océan où personne te connaît. Tu as un produit qui relève plus du POC au début, hein, enfin un proof of concept et tu te dis dans ma tête, je visualise, je sais pas comment te dire, un monde merveilleux où il y a des bonbons partout et tu sautes de champignon en champignon et tout est parfait. Et dans la pratique, ben en fait, t'as un petit bac avec de la terre et de champignons et c'est tout. Et tu dis, en fait, ça va ressembler à ça. Demain, je vous assure, faites-moi confiance, vous allez y arriver. Et donc, tu dois convaincre les gens. Et donc là, bah, forcément, ton réseau est important. Tu commences à appeler à gauche, à droite, etc. Et il se trouve qu'en fait, et tu te dis que forcément, ton premier client, ça va être quelqu'un qui te connaît, avec qui tu as déjà travaillé, qui va te donner ta chance, etc. Parce que bah, t'as pas tout. Et en fait, paradoxalement, le premier client qu'on a signé, bah, c'était un vrai client. C'était pas quelqu'un qu'on connaissait. Je sais pas, il nous a fait super confiance. Je l'en suis encore ultra reconnaissante. Ils viennent de partir parce qu'ils voulaient mettre un ERP, donc ils sont restés avec nous pendant 4 ans. Et entre la première version qu'ils ont eue et ce qu'ils ont eu aujourd'hui, je pense il y avait vraiment un monde. Mais en tout cas, c'était à la fois marrant de se dire que c'était un vrai client qu'on ne connaissait pas parce qu'on se dit bah il y a un vrai besoin marché et et donc Oui, vous êtes on pertinent, est vous clairement répondez à un pertinent, quoi. besoin, C'est ouais. pas pour nous faire plaisir. Et à la fois, tu as énormément de pression aussi parce que tu dis faut pas que je déçoive mon premier client parce qu'il aura pas le regard entre guillemets bienveillant de quelqu'un avec qui tu as déjà travaillé et qui sait que ça va être difficile au début parce qu'il va falloir construire la solution et que tout va pas être parfait du jour au lendemain. Donc c'était marrant. Mais ouais, la première signature, le premier Oui. contrat, c'est marrant. Ouais, c'est un beau souvenir. Tu m'as dit que en 4 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, rien qu'au niveau de l'écosystème de la fintech, mais aussi dans le secteur de l'expertise comptable. Comment vous avez su réagir face à tout ça et comment vous avez fait pour saisir les opportunités? Alors, bah, du coup, je dirais qu'il y a il y a plusieurs niveaux dans la question. Déjà, c'est finalement, est-ce que sur notre point de départ, on était parti dans la bonne direction ou pas? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Je dirais que nous, dès le premier jour, on avait cette volonté vraiment d'être en mode cockpit, de regrouper tous les éléments au sein d'un seul outil. Et à l'époque, c'était pas trop la mode. Je me souviens, les premières discussions qu'on avait, c'était plutôt, mais attendez, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Vaut mieux faire quelque chose de très bien que de tout faire. C'est pas la bonne approche, etc., etc. Et ce qu'on a vu, c'est qu'au cours des 4 années qui viennent de s'écouler, c'est que on était plutôt dans une consolidation où les gens partaient d'un modèle où ils étaient vertical sur une problématique et finalement ils allaient vers ce modèle de tout en un. Et donc du coup, nous, la façon dont on a construit les choses, dès le début, c'était de partir tout en un. Donc je pense que là-dessus, on n'a pas vraiment eu à faire de pivot en termes de stratégie produit. Donc ça, c'était plutôt positif. Et puis après, l'idée, c'était vraiment aussi d'être très à l'écoute des retours utilisateurs. Mais j'ai envie de dire comme toute entreprise qui est assez qui est construite autour du produit vraiment, et donc d'être beaucoup dans l'échange avec les utilisateurs pour reprendre leurs retours, pour essayer d'optimiser au mieux. Et après, bah, il y a eu quand même quelques percées technologiques qui ont eu lieu ces dernières années, notamment sur toute la partie intelligence artificielle. Euh, et et c'est vrai que ben, l'idée, c'était assez rapidement une fois que c'était accessible, de pouvoir justement l'intégrer dans notre produit pour pouvoir essayer d'améliorer les choses grâce à l'IA. Et donc, on a tout de suite lancé des programmes d'intelligence artificielle avec des prestats pour pouvoir construire de l'intelligence artificielle à l'intérieur de notre outil. Donc voilà. Après, aujourd'hui, on arrive à un résultat qui, je pense, est pas mal. Bien sûr, on peut toujours faire mieux. Mais voilà, en tout cas, comment on a évolué au cours des 4 dernières années par rapport à la concurrence et à toutes les évolutions technologiques et produits qu'on a pu voir. Oui, c'est clair, parce qu'il y a aussi la partie concurrence. Il faut quand même veiller à ce qui se passe à côté pour être sûr d'être en phase avec le marché aussi. Ouais, c'est certain que la veille concurrentielle est importante. J'ai envie de dire, presque indirectement, en fait, même quand tu vas pas à la recherche de l'information, elle vient à toi parce que tu auras toujours des utilisateurs qui vont te dire, «Avant, j'utilisais ça et j'aime bien ce que vous faites, mais ce serait bien de faire ça aussi». Et donc les gens veulent toujours le meilleur des 2 mondes. Donc finalement, même quand tu fais pas trop de veille concurrentielle, j'ai l'impression que l'information te arrive toujours à toi. Mais oui, non, c'est sûr que c'est important d'être à jour, c'est important d'être à jour, mais je pense que c'est
encore plus important d'avoir la vision d'où on veut être dans quelques mois, Ouais. plutôt que d'être en réaction de ce que les concurrents font à chaque fois. Oui, c'est vrai. C'est bien dit de cette façon d'être en réaction à ce que les concurrents proposent aussi à chaque fois. Est-ce que, donc aujourd'hui, Regat a 4 ans, est-ce que tu pourrais caractériser chaque année par ce qui l'a le plus marqué en nous disant la première année, c'était une année comme ça, la deuxième année, c'était une année comme ça, etc. pour qu'on ait un peu une évolution, enfin, une image des différentes années qu'a vécu Regat. Oui, alors, c'est ma vision des choses, hein, ce sera peut-être pas la perception Oui. de personne sur Regat. Donc, on a créé l'entreprise avec Alexis en 2020. Donc, toute la première année en 2020, c'était vraiment la création du prototype, les premières lignes de spécification fonctionnelle de ce qu'on voulait, comment on allait attaquer le marché, etc. Et du coup, on a eu notre première équipe, où on était 4, donc il y avait 2 personnes qui sont venues nous rejoindre, et après, on avait externalisé toute la partie développement. Donc, à la fin de l'année 2020, on avait ce qu'on appelle notre MVP, notre Minimum Viable Product, donc la première version de notre produit, et on avait notre premier client. Donc, en fait, janvier 2021, on a onboardé notre premier client sur la plateforme, qui en plus, du coup, était un client qu'on ne connaissait pas. Et donc là, on a commencé à essayer de faire du développement commercial. On était quand même beaucoup au four et au moulin. Et on a eu du coup nos premiers clients petit à petit. Ça n'a pas tout de suite démarré comme on le souhaitait, parce qu'on s'est vite rendu compte que dans cette pratique du all-in-one, d'un outil cockpit avec tous les éléments, d'un point de vue fonctionnel, les products, les développements, du coup, c'est un challenge, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il nous manquait la carte, etc. Donc, en fait, 2021, ça a été l'année où on a rajouté la carte à notre produit. Donc, dès le début, on savait qu'on voulait le faire, mais on s'est dit qu'il faut y aller rapidement parce que ça nous bloque dans notre développement. Et on a fait notre première levée de fonds en 2021. Donc, ça, c'était top, parce que c'était notre série seed. Et ça nous a permis de pas mal recruter. Donc, d'un seul coup, on est passé de 4 personnes dans la boîte, plus des prestats en dev, à je sais pas, 20 personnes qui ont pu débarquer dans son studio pour nous aider sur la partie ops et tout. Donc là, on était trop contents en se disant que ça allait aller mieux, que ça allait être moins intense. Bon, c'était pas du tout le cas finalement. C'était toujours aussi intense. Et ensuite, on a fait une belle année, ça a décollé. 2022, ça a été l'année de l'accélération. On a signé un très beau partenariat avec Sage, et là, on a vraiment attaqué le marché des experts comptables à partir de ce moment-là. Et donc, pour nous, c'était vraiment l'année de l'accélération qui s'est conclue avec une belle levée de fonds, une série A, avec un fonds assez référent en fintech et Valar. Donc là encore, on a pu faire grossir les équipes. Et 2023, pour nous, c'était l'année de la scalabilité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, des choses qu'on faisait un peu artisanalement jusqu'ici, il a fallu qu'on se mette raccord pour pouvoir optimiser le temps des gens et pouvoir continuer à croître. Donc ça a été un gros travail qui souvent n'est pas perçu de l'extérieur, mais voilà, la montée en qualité de tous les process en interne, des suivis, etc. Ça se ressent plus par la qualité de suivi pour les clients, mais c'est un gros effort pour une société en interne, et ça demande énormément d'énergie d'arriver à pousser tout le monde dans la bonne direction. Donc ça, c'était l'année 2023. Et puis, toujours la course pour rajouter les bonnes fonctionnalités et avoir un cockpit le plus complet possible. Et après, 2024, nouveau chapitre avec cette histoire commune qu'on va écrire avec Conto, qui du coup vient nous racheter. C'est ça, un rachat qui a été officialisé quand? Il y a quelques semaines, mais c'était courant février, c'est ça? Je pense que ça a été... Non, c'était en mars, Ah oui. ce mois-ci, il y a 2 semaines. Ok, Ouais. trop bien. Tout nouveau, tout beau. Oui, mais comment ça se passe un rachat? Vous gardez votre nom? Vous gardez les mêmes équipes? Alors, je peux parler que pour notre rachat, parce que chaque rachat est différent, mais pour ce qui nous concerne, le rachat, l'idée, c'est qu'on soit une business unit de Conto. Donc, on va rester relativement autonome dans un premier temps, même si l'objectif, c'est de faire une intégration progressive et à la fin de n'avoir qu'une seule plateforme unique. L'idée étant de ramener toutes ces fonctionnalités un peu sophistiquées d'accompagnement, de financial tools, on appelle ça, pour les PME dans Conto. Donc voilà, et toujours continuer à servir les experts comptables, parce que accompagner les entreprises, c'est également accompagner les experts comptables, c'est-à-dire que c'est les deux côtés d'une même pièce. Et donc, Regat sera vraiment dédié à toute cette partie d'accompagnement des experts comptables pour les aider à automatiser leur traitement, etc., etc. Et toutes les fonctionnalités entreprises qu'on a développées dans Regat, l'idée, c'est de les ramener dans Conto.
D'accord. C'est eux qui vous ont proposé de vous racheter ou c'était un commun accord Bah, il faut toujours être 2 pour faire une transaction, donc Oui. non, mais c'était des discussions. Au début, c'est parti des discussions sur un partenariat, parce qu'il y avait, clairement des synergies, entre les 2 sociétés, il y avait du sens à se rapprocher, à faire un partenariat ensemble. Puis, de fil en aiguille, les discussions ont évolué et voilà, bah, aujourd'hui, on est plutôt partis sur un rachat finalement. C'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, donc il y a le rachat et sur le long terme, qu'est-ce que vous projetez ensemble? Peut-être que vous en avez pas encore parlé, je sais pas. En fait, aujourd'hui, on est vraiment au tout début, donc il y a une idée long terme qui est plutôt une idée stratégique de ce à quoi je veux arriver. On va avoir un outil qui aide sur les thématiques des paiements et de la finance, les SMEs, et qui accompagne les experts comptables qui accompagnent ces SMEs ensemble. Donc, on sait où on veut aller. Après, c'est comme dans n'importe quelle intégration, il y a un plan à construire. C'est un plan qui prend du temps, avec pas mal de contraintes à prendre en considération. La continuité de service et de qualité de service pour les clients, les contraintes techniques de rapprochement de plateformes, les contraintes commerciales sur les business models, comment les accorder ensemble, comment faire que finalement le client il soit pas forcément impacté, qu'il ait que du positif dans ce qui arrive. Et tout ça, c'est une variable à 15 inconnus qui est assez complexe. Et même si on avait une idée au niveau du rapprochement et de la vision d'où on voulait aller, sur ce plan que tu définis, forcément, tu vas avoir des éléments qui vont évoluer, qui vont changer, parce qu'on va se rendre compte que techniquement, c'est mieux de faire comme ci ou comme ça. Et donc, du coup, voilà, le plan il se construit. Et là, on est vraiment au tout début, donc c'est très compliqué pour moi de te dire exactement comment ça va se passer. Oui, j'imagine. C'est un peu une question, enfin pas difficile, mais un peu vague parce qu'au final, même le marché ou les obligations, tout ça, ça peut évoluer avec le temps. Donc, on a toujours des projections sur le long terme, mais qui sont pas toujours atteignables parce qu'on évolue dans d'autres sens. L'idée, c'est d'avoir ouais, en fait, l'idée, c'est Ouais, d'avoir une c'est approche ça. pragmatique. C'est-à-dire que, faut avoir une vision d'où on veut aller et après, il faut avoir une approche pragmatique pour y aller. Donc, Mm. c'est Et je me demandais, parce que du coup, un rachat, c'est pas anodin. Est-ce que en interne, les salariés, ça leur fait un peu peur, cette nouvelle? Comment ça a été perçu par les équipes? non, alors, c'est pas enfin, je pense qu'on parce que j'ai vécu d'autres achats et je pense qu'on est vraiment dans une configuration où c'est assez idéal, dans le sens où, Conto, il rachète une expertise, une compréhension d'un marché, du marché des experts comptables que jusqu'ici, ils n'ont pas vraiment, adressé, heu et il rachète, une compréhension des enjeux, financiers au sein d'une PME. Donc les gens dans, le contexte de ce rachat sont importants. C'est pas comme, un rachat où, comme j'ai pu voir, avant, où on se dit, «Bon, ben, voilà, il y a une logique financière forte, vous devez, dégager, tant de cash, donc ça veut dire que comme en plus il y a des ressources, on va cutter des gens» et cetera. Ça, c'est des rachats qui sont très anxiogènes pour, les personnes de l'entreprise parce qu'évidemment, c'est très compliqué de savoir si son poste est conservé ou pas. Nous, on n'est pas du tout dans ce cas-là. C'est un rachat d'expertise, on va dire, et donc du coup, les gens, au contraire, sont très valorisés, dans cette intégration et Bah donc il y a oui. vraiment pas d'inquiétude à avoir sur leur poste. Après, bien évidemment, comme il va y avoir un focus, en fait, l'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'était de servir les SMEs et les experts comptables et que nous, on va être un peu plus spécialisés, experts comptables. Nous, les personnes qui au sein de Regat sont plus spécialisées entreprises, c'est pas grave, elles vont passer côté compto parce qu'en fait, on va continuer à servir ces personnes. C'est juste que ça va être un peu décalé en termes de business unit. Mais donc, enfin bref, tout ça pour dire que les gens sont plutôt contents. Conto, c'est une jolie société, c'est un produit qui est magnifique. Ils ont un NPS, enfin, pour ceux qui ne sont pas techniques, mais en gros, un NPS, c'est un score de satisfaction des utilisateurs qui est incroyable. Ils sont à 72 de NPS. Enfin, c'est super rare d'avoir des résultats comme ça. Donc, je pense voilà, il y a plein de gens qui sont hyper contents d'aller dans une société comme celle-ci. C'est assez excitant. Et comme il n'y a pas de risque autour des emplois, à la fin, c'est plutôt positif pour tout le monde, quoi. Ouais, je vois. Et puis d'extérieur, au niveau valeur, ça a l'air de matcher aussi que Ouais, vos deux entreprises. ouais, ouais, complètement. En fait, c'est marrant parce que cet exercice des valeurs de la culture d'entreprise, à laquelle je dois bien admettre, j'étais un peu hermétique avant.
ou en tout cas, comme je venais plutôt de grosses sociétés, je me disais: «Bah, c'est bien gentil, mais la culture d'entreprise, à part 3 mots qui sont marqués sur un mur à l'entrée de l'entreprise, je vois pas trop ce que ça vient apporter». En étant dans une plus petite structure, on se rend compte que ça a plus d'impact. En plus, après, j'ai géré les RH quand j'étais directrice financière, donc là, j'ai un peu plus de sensibilisation au sujet. Puis alors, en tant qu'entrepreneur, je me dis: «Ah mais non, mais c'est trop important les valeurs d'une entreprise, c'est quelque chose de primordial». Enfin, j'ai beaucoup évolué sur ma position sur le sujet au cours du temps et oui, et là, effectivement, avec Conto, je pense qu'on a quelque chose qui est en commun, qui est très fort. Alors, ils l'appellent d'une autre façon, peu importe. Nous, on appelle ça get things done. Donc, que les choses soient faites, le delivery, quoi. Comment je fais ce que je dis et je le fais dans les temps. Et je pense que, et je pense que là-dessus, on a vraiment ces valeurs en commun. Et après, on en a plein d'autres. Mais donc, je pense que ça va plutôt bien matcher. Ouais. Ouais. Et est-ce que vous aviez reçu d'autres offres de d'autres groupes ou sociétés qui voulaient vous racheter? En fait, bon, c'est difficile de répondre à ça OK. parce que j'ai pas forcément le droit de répondre à ça. Mais en fait, de toute façon, c'est certain que, notre positionnement sur le marché, il est un peu unique. Alors bien sûr, une société a toujours l'impression d'avoir un positionnement légèrement différent que celui de son voisin et parfois on se dit que, bah, c'est un peu sa perception à lui, mais c'est pas la perception de 90 des gens. Mais malgré tout, le positionnement all-in-one, c'est quelque chose qui n'a pas été adopté par tant de gens que ça. Il y a des gens qui sont en train de le construire et cetera, mais c'est pas quelque chose, d'aisé et finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal d'acteurs de pas mal de secteurs différents que ça intéressait quand même et malgré tout, on a été quand même très vite dans en création, on a eu pas mal de financements. Donc, c'est vrai que le produit qu'on a créé, il a intéressé pas mal de gens. Donc voilà, après on a eu des discussions, c'est vrai, pas tout abouti, mais c'est vrai que ce soit dans le secteur bancaire ou que ce soit au niveau des éditeurs de logiciels, dans le secteur de la finance ou de la comptabilité, et cetera, c'est un positionnement qui est intéressant pour pas mal de gens. Bah, oui, j'imagine et puis, vous proposez quand même un produit qui, bah, sert, et qui est enfin qui peut être applicable à beaucoup, d'entreprises. Donc forcément, pour des grands investisseurs, vous paraissez séduisant. Donc, c'est sûr que, vous avez peut-être été, autrement sollicité que par Conto. Hem, Là, dû à cette association, vous changez un peu de place sur le marché, vous occupez enfin tous les 2 vous occupez une plus grande place. Est-ce que ça vous met en concurrence avec de nouvelles personnes? Et comment vous gérez du coup cette, nouvelle position sur le marché? Hem, alors non, on va pas changer, vraiment, de concurrent, enfin, c'est le même paysage. Comme je disais tout à l'heure, en fait, on sert les mêmes personas, les experts OK. comptables et les SME, enfin les petites et moyennes entreprises et donc du coup, c'est juste qu'on va grouper nos forces. Conto est très fort au niveau du paiement. Nous, on a une plateforme, financière, gestion financière et le paiement, c'est pas notre corps métier, c'est juste comment dire? Comment on appelle ça? Une commodité qu'on rajoute à notre outil pour pouvoir bien avoir cet aspect all-in-one. Donc le principe, c'est bah, de prendre notre outil, de prendre ce que Conto fait bien, de le mélanger et d'avoir un positionnement super fort sur le marché, avec en plus toute la force de frappe de Conto, qui a quand même un très beau parcours, beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de financement également. Ouais, Mais du coup, le paysage concurrentiel restera le même. d'accord. Et comment dire? Qu'est-ce qui va changer, pour les experts comptables, cette association? Qu'est-ce qui va changer pour les experts comptables? Euh, Oui. Ben, j'ai envie de dire presque rien. Le principe, c'est, enfin, si, on va faire un outil plus fort. Nous, là, on a identifié des fonctionnalités sur lesquelles on veut continuer d'avancer pour les Oui. experts comptables. Jusqu'ici, c'est vrai que servir à la fois les besoins des experts comptables et à la fois les entreprises, c'était vraiment un challenge produit assez fort, surtout quand on a un niveau de ressources contraintes. Donc là, maintenant, avec les moyens de Conto et en se répartissant l'entreprise de leur côté, les experts comptables d'une autre, pour construire la plateforme ensemble, bah, du coup, on est sur un modèle qui va être, à mon avis, beaucoup plus pertinent et surtout en termes d'agilité, on va pouvoir avancer sur la petite beaucoup plus rapidement. Donc, l'idée, c'est que demain, pour les experts comptables, ils aient un service encore mieux et qu'on puisse encore plus couvrir de leurs besoins. OK, je vois. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, ton parcours d'entreprenante parce que plus tu parles, plus, j'ai l'impression que ton parcours est juste incroyable. Tu es jeune, comment tu vois la chose plus tard pour toi dans ta vie? Sur le fait d'être entrepreneur, Oui? je sais pas, c'est alors, je sais pas comment te dire, j'ai jamais vraiment eu d'objectif de ce que je voulais faire. Tu sais, il y a des gens qui sont très arrêtés dans leur choix de carrière. Ils disent, moi, plus tard, je veux être je dis n'importe quoi, associé chez KPMG. Voilà. Et puis, il y en a d'autres, bah, enfin, moi, j'en fais partie, où je me dis, bah, je sais pas trop, je vais suivre un chemin et puis je vais voir s'il y a de la lumière quelque part et je vais rentrer. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé pour l'entrepreneuriat. C'est que des questions d'opportunités et de gens que j'ai rencontrés. J'avais pas du tout prévu de faire ça parce que j'ai pas du tout
un environnement familial propice à ça. Enfin, j'ai pas d'entrepreneurs dans mon entourage. Au contraire, j'ai plutôt même des fonctionnaires dans mon entourage, donc enfin, plutôt à l'opposé du spectre. Et en fait, c'est juste des rencontres qui m'ont amené jusque-là. Est-ce que demain, je me relancerai dans l'entrepreneuriat? Je pense qu'effectivement, une fois que tu as commencé, ça, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, probablement que j'aurai d'autres idées et que je continuerai sur cette voie-là. À voir, je sais pas, c'est pas arrêté. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, qu'est-ce qui, chez Regat, te motive et te pousse, enfin, le matin, te donne la patate? Alors, c'est, je sais pas, c'est un peu comme mon C'est ce troisième que j'allais bébé. dire, ça doit Voilà. être, ça doit être comme ton C'est bébé. un peu comme mon troisième bébé, il marchait pas, voilà, au début il est né, il était là, il marchait pas, puis je l'ai aidé à se mettre debout, puis je l'ai aidé à avancer, et puis maintenant il court dans la cour de récré, et puis il va se faire des amis. Là, c'est sa première petite copine, c'est Conto. Non, j'en sais rien, c'est un peu quand on se lève en fait. C'est pas un rêve magnifique dans le sens où en fait il y a quand même des hauts et des bas. Il faut avoir conscience que c'est beaucoup de pression, il y a beaucoup d'intensité dans cette expérience. Donc forcément, il faut quand même en avoir conscience. Mais c'est vrai qu'on y est attaché parce que on l'a créé, quoi. Donc forcément, on a envie de l'accompagner le plus longtemps possible. Bah oui, j'imagine. On va approcher tranquillement de la fin du podcast. Avant ça, je voulais savoir, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur le sujet? On a parlé tellement de choses que je sais pas ce que j'aurais à ajouter particulièrement. Oui, c'est vrai. Juste une dernière question pour que ce soit bien clair, parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris. Mais du coup, dans votre association avec Conto, dans ce rachat-là, vous, chez Regat, vous gardez l'entièreté de la gestion de l'outil, En fait, mais vous vous appuyez aussi avec le support et peut-être les ressources de Conto. pas tout à fait. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand on nous rachète et ils veulent recréer une plateforme tout en un qui inclut toute leur paiement, toute l'interface bancaire qu'ils ont, etc. Et Ah, qui d'accord. embarque également nos fonctionnalités d'outils de gestion et d'automatisation comptable. Donc, l'idée moyen terme, c'est d'avoir une seule plateforme commune ensemble. Mais nous, en fait, on va être vraiment une business unit qui va se concentrer sur le service des experts comptables. Ok. Voilà. Et les entreprises, elles sont servies côté Conto. Mais nous, du coup, on va aider Conto à construire ces fonctionnalités d'outils de gestion dans la plateforme. D'accord. Merci pour cette précision. Pour clôturer le podcast, on a notre question habituelle que je vais te poser. Si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu et pour quelle raison? Alors, du coup, je serais probablement un compte d'immobilisation. D'immobilisation, pourquoi? Parce que, alors peut-être du coup, immobilisation incorporelle plutôt. Oui. Non, parce que au cours de mes années actives, on va dire, quand j'ai fini mes études, je pensais pas que je serais là où je suis aujourd'hui. Comme je te disais, je me projetais pas forcément dans ce que j'allais faire, comment j'allais le faire. Et d'ailleurs, si j'avais dû parier, j'aurais plutôt parié sur un poste en direction financière dans un grand groupe du CAC 40. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais du coup, toutes mes expériences, je suis, elles m'ont toutes apporté quelque chose. L'audit avec la compréhension de la corporate finance, le conseil avec la compréhension de ce que c'est une direction financière, comment les process, comment ça fonctionne, l'interaction avec les autres services pour récupérer cette information. Puis ensuite, quand je suis rentrée dans une entreprise, la vraie compréhension de ce que c'est un business de l'intérieur, parce que quand on est en cabinet, on a l'impression de savoir, mais pas vraiment. Et enfin, moi-même créer le business. Et là, j'ai vraiment, vraiment compris ce que tout le monde faisait parce qu'en fait, quand tu crées un business, ben, tu passes quand même par toutes les étapes de tous les postes de l'entreprise, des commerciales, des CSM, des supports, des products. Je suis pas dev, heureusement d'ailleurs pour les clients parce que sinon ce serait la cata. Mais voilà. Et en fait, ouais, j'ai l'impression que tout ça aujourd'hui, je me dis que j'ai une compréhension de ce qu'est une entreprise qui est, voilà, c'est comme si tu faisais des tests d'impairment tous les ans et que tu te rendais compte que tous les ans, bah, ton IMO, elle prenait de la valeur, quoi. Ah, ça doit être super satisfaisant. Merci beaucoup pour cet échange. Je trouve que ton parcours est hyper impressionnant. Merci, c'est gentil. C'était super chouette. Non, mais vraiment, c'est super chouette de nous laisser un peu de temps pour parler de tout ça. Et puis aussi d'avoir pu aborder cette actualité sur Regat qui, je pense, intéresse plus d'une personne, enfin même de nombreuses personnes. Je tiens à préciser qu'on a eu quand même quelques galères sur ce podcast.
Et j'espère que le podcast vous plaira quand même à vous, chers auditeurs. Et puis, si jamais, Laura, on veut te contacter, on le fait sur LinkedIn. Ouais, oui, il faut pas hésiter. Enfin, parfois j'ai beaucoup de demandes sur LinkedIn, donc parfois je réponds pas tout de suite, mais faut pas hésiter. En tout cas, j'essaie de répondre. Ça marche. Et ben, je te souhaite une bonne fin de journée. Et puis, peut-être à plus tard sur un événement compta ou sur les réseaux, je ne sais pas. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. À très vite alors. À très vite.